Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Nous sommes aujourd'hui au musée archéologique du lac de Paladru, le MALP pour les initiés. Un musée pirogue unique en France qui nous plonge dans l'univers de l'archéologie subaquatique. Sa directrice, Lucille Denisot, qui est arrivée il y a quelques mois, nous parle de ce lieu nimbé de poésie et de mystère. C'est un musée qui a ouvert en 2022, qui est issu d'un long projet entre le Pays Voironnais et le département de l'Isère pour valoriser les objets sortis des fouilles, des sites des baigneurs et de Coltières, 2 sites qui ont été fouillés par l'action du département de l'Isère en milieu subaquatique. Donc on est ici dans un musée très particulier en France puisqu'il est consacré exclusivement au sujet de l'archéologie lacustre. Alors c'est un site entouré de légendes, on pense notamment à la légende d'Ars, avec tous ces objets que les pêcheurs ressortaient de leurs filets jusqu'au début du siècle dernier. Aujourd'hui ils sont exposés et mis en scène. Et que nous disent-ils ? C'est vrai que quand on est archéologue, on travaille beaucoup avec les légendes et la tradition orale parce que ça nous permet de découvrir pas mal de choses sur les sites. Ici, on a choisi vraiment de présenter des sites archéologiques qui ont été fouillés de manière systématique et scientifique. Donc le musée avait pour concept architectural et muséographique d'immerger le visiteur dans ce contexte un peu particulier et de remettre les objets dans une position comme si on allait les voir en fait au fond du lac. On peut s'imaginer aussi à la fois le village et les habitations dont sont issus ces objets, mais aussi les sites eux-mêmes. Le site néolithique date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, tandis que le site médiéval date autour de l'an 1000. Et ensuite, on va naviguer un peu entre ces périodes, mais on peut quand même remarquer que les sites sont assez différents, puisque dans un cas, on a le site néolithique qui est un site d'habitat, avec un village, pour être exact, 2 villages successifs, tandis que pour le site de l'an 1000, on est sur un habitat fortifié, construit et planifié en même temps que 3 autres sites sur le lac. Il y avait le site de Coltières, mais il y a aussi le site des Grands Roseaux, qui se trouve proche du musée, et le site d'Ars, qui aujourd'hui se trouve, lui, par contre, un peu plus au fond du lac, puisque la berge s'est effondrée. Et on peut, en fait, voir un contexte quand même assez différent, avec une élite qui va certes vivre sur place, et donc avoir aussi de l'élevage, avoir ses animaux, et surtout ses chevaux, puisque c'est l'une des grandes caractéristiques aussi de ce site, c'est qu'on est sur un habitat fortifié où on peut attester de la présence d'hommes en armes et même de cavaliers, puisqu'on a des chevaux et des éléments de harnachement qui sont eux-mêmes très ouvragés, qui permettent de mettre en évidence aussi cette classe sociale un peu particulière, donc avec une histoire elle aussi un petit peu spécifique, où aujourd'hui on estime que c'est une manière de venir occuper le territoire au début de la féodalité médiévale. Est-ce qu'on sait d'où ils venaient, ces cavaliers paysans ? On a un petit peu repris quand même ce terme de cavalier paysan, puisqu'en fait, il est certain qu'il y avait des champs autour, mais on pense désormais que la population paysanne n'habitait pas dans cet habitat fortifié. Après, ce sont toujours des hypothèses à un moment T aussi dans l'étude du site, mais on n'a pas vraiment d'indices sur d'où ils venaient. En termes de mobilier, on va avoir une céramique qui est plutôt locale, des monnaies également plutôt locales. Alors, on a quelques objets qui, eux, peuvent provenir d'un petit peu plus loin. On a des lances, de l'armement en particulier. Mais on n'a pas de squelette, par exemple, qui nous permettrait de faire une étude des dents et des isotopes pour essayer de déterminer en fait d'où ils pouvaient venir géographiquement. Est-ce qu'ils avaient grandi là ou pas ? Donc pour le moment, on n'est pas capable de répondre à cette question. On a quelques informations sur ce qu'ils mangeaient, sur leur façon de vivre. Ce sont des sites qui sont intéressants parce qu'ils nous permettent de nous immerger dans le quotidien des gens.
avec le fait de retrouver tous les objets en bois, mais également en cuir. On a retrouvé des chaussures, à la fois des chaussures d'adultes, mais également des chaussures d'enfants, ce qui nous renseigne sur les gens qui habitaient aussi ces lieux, puisqu'on voit qu'il n'y avait pas uniquement des hommes en armes, mais bien des familles qui pouvaient aussi habiter Coltières. Pour le site des baigneurs, là, on n'a pas retrouvé de chaussures en cuir, mais on retrouve quand même des petits fragments d'objets textiles, donc de tissus, ainsi qu'un fond de panier qui nous montre bien aussi la variété de l'artisanat que l'on pouvait avoir et le fait qu'on a déjà un panel en fait de solutions pour s'adapter et pour exploiter le territoire et pour vivre en fait de manière assez confortable. Et on a pu faire aussi des études sur le paléo-environnement, ce qui était cultivé, ce qui était consommé. Et on a pu aussi mettre en évidence un certain nombre de plantes, d'arbres fruitiers en particulier. On sait qu'ils consommaient du raisin, d'une variété qui semble être locale et encore conservée sous une forme un petit peu différente dans l'Ain notamment. Et est-ce qu'on sait pourquoi ils sont partis ? C'est une bonne question. On sait que le site est abandonné vers 1040. En parallèle, on a également des édifices qui apparaissent plutôt donc sur les hauteurs, avec des mottes en particulier. On ne sait pas exactement pourquoi ils partent, mais il y a en tout cas une modification dans la manière d'occuper l'espace et de marquer le territoire. L'autre hypothèse, c'est qu'il y a des événements climatiques qui expliquent que les sites en eux-mêmes deviennent difficiles à habiter. Vous avez aussi une exposition temporaire actuellement. En fait, si le site de Coltières représente un petit peu un unicum, c'est-à-dire un site dont on n'a pas d'équivalent dans la recherche et dans l'archéologie actuellement, le site des Ménieurs, il fait partie d'un ensemble beaucoup plus large. Et cette année, on a prolongé un petit peu aussi ce contexte de village néolithique avec la présentation de l'exposition produite par le musée de Lons-le-Saunier sur les recherches menées sur les lacs jurassiens de Chalain et Clairvaux. Ces sites constituent de véritables références qui permettent aussi de faire de nouvelles suppositions pour le site des Baigneurs. Comme ces recherches se sont développées sur un territoire plus important, on a pu mettre en évidence aussi d'autres périodes et la multiplicité des occupations en des lieux différents également. Les sites de Chalain et Clairvaux, ils ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans un bien sériel, donc en 2011, qui regroupe les sites préhistoriques lacustres autour des Alpes, palafitiques pour être exact. Et en fait, il nous montre bien que ce phénomène, il n'est pas unique, mais qu'il s'inscrit aussi dans un mouvement que l'on retrouve à l'échelle européenne d'habiter le territoire et d'aller conquérir un territoire aussi. Et que peut-on voir dans cette exposition temporaire ? L'exposition néolithique Les villages de Chalain et Clairvaux, patrimoine de l'humanité, c'est une exposition qu'on présente en 2 chapitres. Donc, le premier chapitre est présenté jusqu'à fin août et le second chapitre sera présenté à partir des Journées du patrimoine et jusqu'à la fin des vacances de février 2025. Donc cette première partie, elle est plutôt concentrée autour de justement s'adapter au territoire et s'approprier ce territoire, puisque donc cette exposition temporaire, elle est conçue à la fois autour des objets eux-mêmes qui ont été retrouvés à Chalain et Clairvaux, mais également autour de représentations, de restitutions en fait dessinées, qui nous montrent des scènes de la vie quotidienne, qui elles aussi sont assez émouvantes, qui ont été élaborées par un dessinateur spécialisé en archéologie, Pierre-Yves Videlier, et les équipes scientifiques. Donc quand on rentre dans cette exposition, on est entouré de ces images et de ces scènes qui nous permettent d'explorer des aspects différents de la vie quotidienne, à la fois la chasse, l'agriculture, la confection de poteries, ou la construction des maisons. En plus de cela, à Chalain et Clairvaux, ils ont eu une démarche d'expérimentation. Donc, ils avaient construit des maisons à la manière du néolithique, donc en reprenant en fait vraiment toute la chaîne opératoire
de la confection de l'outil jusqu'à la finalisation du toit. Et même, les équipes ont habité les maisons pendant plusieurs années durant les fouilles. Donc, c'était uniquement l'été, mais quand même, où ils entretenaient le feu. Ils y stockaient aussi certains artefacts retrouvés dans les fouilles. Donc, ça a vraiment été des vrais lieux de vie. Et après, ils les ont abandonnés. Et désormais, ça devient aussi des objets d'étude, de voir aussi comment ce type d'habitat se dégrade et ainsi comment mieux les étudier. Donc, quand on est dans la salle d'exposition, on est accueilli par cette photo des 2 maisons du lac de Chalain, qui permet de se projeter dans ce paysage. Vous avez sûrement des coups de cœur parmi tous les objets présentés ici. Il y a beaucoup d'objets dont on pourrait parler. Et moi, j'en ai 2 en particulier que j'aime beaucoup. Il y a un amalgame de bétuline. C'est un objet qui semble pas très impressionnant comme ça en vitrine. Il ressemble en fait à un agglomérat d'une matière un peu noire. Et en fait, la bétuline, on appelle ça aussi la braie, c'est de la colle obtenue à partir de l'écorce de bouleau, où on va le mettre au feu, ça va réduire et ça crée une sorte de colle. Et cette colle, elle était utilisée en fait, notamment sur les flèches, pour créer une partie adhésive entre la hampe de la flèche et la pointe. Ce qui est quand même encore plus intéressant avec ce matériau, c'est qu'on pense qu'il était réutilisé. Parfois, on retrouve des traces de dents dessus. Donc parfois, on les a appelés les chewing-gums de la préhistoire. Alors, on a plein d'hypothèses sur pourquoi ils mâchaient la bétuline. Certains ont mis en avant que peut-être ça avait des vertus ou que c'était bon. Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers une hypothèse de réemploi, justement, puisque en le mettant dans la bouche, on va l'exposer à la chaleur et à l'humidité, ce qui permet en fait de renouveler l'élasticité du matériau et ainsi de pouvoir le réemployer après. On a aussi une paroi de clayonnage. C'est une technique qui permet en fait de monter des murs. C'est assez difficile en fait à retrouver en fouille. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc ici, on voit en fait une section qui a été prélevée, comme on le voit, directement dans la craie lacustre. Et on voit donc des branches de noisetier qui ont été entrelacées et qui permettent comme ça de constituer une paroi. Parfois, le clayonnage, on va en retrouver pour faire des clôtures, par exemple. Il y a quelques endroits, quand on se promène en montagne, où on voit des clôtures qui ont été faites aussi en clayonnage, avec cette technique. Pour revenir au présent, Lucille, quel est votre belvédère en Isère, le lieu qui vous inspire ? Eh bien, mon belvédère en Isère, c'est un peu récent pour moi, puisque je suis là seulement depuis décembre 2023. Mais c'est le lac de Paladru. C'est vrai que c'est un lieu qui est très agréable, qui offre en fait un paysage assez différent aussi, peut-être de ce que l'on trouve ailleurs en Isère, avec ce lac alpin, mais déjà un peu loin des montagnes. En plus, l'histoire archéologique est quand même assez attachante. Merci beaucoup. Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous invitons à visiter ce beau musée entre 2 baignades et espérons vous retrouver très bientôt sur le site isermag.fr ou sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son. Le mixage est signé Émilie Vadel, le studio Scadian Co. La musique est de Denis Morin, Vague Imaginaire. Et nous vous disons à très vite. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.